bonjour à tous, bienvenue dans Entrepreneur. Donc Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise. On coup de projecteur sur les filières de métiers porteurs et aussi sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il s'appelle Lionel Kodjovi Djondo, il est promoteur de Miadjoué, un restaurant lounge bar à Neho, titulaire d'un MBA et d'un bachelor obtenu à Florida Tech aux États-Unis. Il a occupé un poste d'auditeur chef de mission dans le cabinet de Deloitte durant une dizaine d'années. Donc monsieur Lionel Djondo intègre plus tard le siège du groupe bancaire panafricaine Ecobank au Togo en tant que cadre. Donc il n'est pas à sa première expérience dans l'entrepreneuriat. Lionel Djondo est le cofondateur de Pyramide Conseil, donc un cabinet de conseil et d'organisation. Donc ce matin, il est avec nous pour nous parler un peu de sa vie de chef d'entreprise, et aussi en deuxième partie de l'émission, donc nous parlerons avec Coco et aussi Alexandra dans leur rubrique. Donc bonjour Monsieur Djondo, comment ça va? Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de vous, des jeunes, de l'orientation des jeunes. Donc vous avez vous êtes titulaire de MBA et d'un bachelor obtenu en Florida aux États-Unis. Quelle spécialité avez-vous choisi? Alors pour préciser, j'ai obtenu mon bachelor à Florida Tech, oui. Mais mon MBA, je l'ai obtenu au CESAG. Okay. Donc c'est un programme de la Banque mondiale qui est organisé au Sénégal au CESAG, en fait, qui est l'école de la BCAO. Mm-hmm. Et c'est un programme pour former des cadres bancaires en Afrique en général. Donc c'est un MBA, je suis spécialisé en banque et finance. Banque et finance. Mais est-ce que vous avez su dès le départ que c'était ce secteur que vous avez, là où vous voulez aller exactement? Faut dire qu'en fait c'était dans les métiers que je voyais, ça faisait partie de ce que j'aimais faire. Mm-hmm. Ce qui était finance, banque. Ça m'a toujours passionné. Donc je pensais que c'était, je pense que aussi toujours que c'était le bon choix. Parce que souvent on dit, nous on fait le choix, mais les parents aussi derrière poussent à faire autre chose. Donc est-ce que les parents aussi vous ont un peu influencé? Je pense que pas forcément directement, mais quand on a des parents un peu dans le milieu aussi, ça peut influencer ses choix. On a envie d'évoluer un peu dans ce cercle-là qui, en général, nous sommes familiers dans le sens où on entend parler, on voit ce qui se fait, et ça peut facilement orienter un enfant à aller dans ce sens-là. Voilà. Mais est-ce que, parlons d'entrepreneuriat, donc vous êtes, plus tard vous êtes entré dans la vie de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui vous a motivé justement à aller dans ce sens? Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent pousser à entreprendre, mais je pense que je dirais pas le premier, il n'y a pas vraiment de classification dans les critères qui nous poussent à entreprendre, mais il y a un élément important qui est le côté indépendance, c'est-à-dire de pouvoir mener seul ses projets, de mener comme on veut, alors que quand vous êtes employé, vous êtes quand même limité par rapport à certaines décisions qui viennent d'ailleurs ou de la hiérarchie. Alors que là, vous avez une idée et vous y croyez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Alors qu'en étant employé, même si votre idée est bonne, vous pourrez il y a un frein. Voilà, il y a un frein. C'est limité, quoi. Exactement. Donc ça, c'est des paramètres aussi cette liberté, en fait, je pense que c'est ça. Pour résumer ça par le fait qu'on est beaucoup plus libre dans ses mouvements et dans ce qu'on veut mettre en place. Justement, vous cumulez les deux, vous? Oui, et justement, je pense que c'est un plus. Ça donne, ça donne une meilleure vue de l'environnement, on va dire. Ça donne une meilleure vue, une meilleure façon de faire les choses, dans le sens où on a l'expérience du côté banquier, oui. qui est censé financer des entrepreneurs. Voilà, donc pendant des années, j'ai fait ça. Je sais ce qu'ils demandent, je sais ce qu'ils attendent. En général, c'est pas seulement pour le banquier. Un banquier finance une structure qui est viable, oui. qui est prometteuse. Et donc ça, on l'étudie dans les états financiers, le business plan.
tout ce qu'il y a comme documents ou éléments qui permettent de juger de la solidité d'une structure qui souhaite se faire financer. Voilà. Et là, on se retrouve dans l'autre sens. Ce qui fait que on a ces réflexes-là pour pouvoir bien mettre en place les choses, pour que ça puisse durer, pour que ça puisse marcher. Et voilà, donc je pense que c'est complémentaire, oui. Oui, c'est ça, oui, c'est complémentaire. Et puis ça vous donne, comme vous dites là, ça vous donne une autre vision, puisque vous comprenez mieux. Quand les gens ils échouent, justement, vous faites le contraire, quoi. Exactement. L'exemple que je peux donner, c'est, je prends en général, c'est des erreurs que des entrepreneurs font en général, c'est ils ont 3 business plans. C'est-à-dire, ouais. Donc, je m'explique. Le premier business plan, qui est le business plan qui est destiné aux banquiers, où on travestit les chiffres, on travestit la réalité. On dit qu'on va faire tant de milliards ou 30 millions, on va vendre tant, on aura tant de clients, on va faire tant de chiffres d'affaires, et c'est pas forcément la réalité. D'accord ? Il y a le deuxième business plan pour les agents de OTR, par exemple, ou les impôts. Donc on dit qu'on ne gagne pas grand-chose, ça ne marche pas, c'est pas bon, voilà, on n'a pas d'argent à donner. Voilà. Le troisième business plan, c'est le réel. Et à la fin, en tant qu'entrepreneur, on s'y perd. Parce que, voilà, je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Donc, quand on met en place un business plan ou une entreprise, il faut pouvoir prendre en compte tous ces paramètres-là. Exactement. Dans tous les cas, il faudra payer les impôts comme il faut les impôts. Comme on doit le faire. On doit le faire, voilà. Exactement. Prendre en compte tous ces paramètres. Donc beaucoup de gens essaient de sauter certaines choses en se disant on va y arriver sans ça. Alors que la réalité veut qu'on mette en place tout ça. Et donc on doit démarrer seulement après avoir étudié l'impact de ces charges-là sur notre activité. Mais est-ce que justement l'OTR facilite aussi la tâche aux gens ? Parce que les jeunes entrepreneurs, souvent, oui, se cachent parce qu'ils se disent, oui, mais si je me montre, si je communique, si je fais, comment vous dire ça, à l'enseigne, énorme, big enseigne, on va croire que je gagne beaucoup, on va croire que j'ai de l'argent. Ouais. Est-ce qu'il facilite la tâche aux gens aussi, c'est ça ? Je ne veux pas rentrer dans il y a beaucoup de paramètres. Le rouage, mais je pense en fait que, avant de démarrer, il faut étudier tout ça. Parce que beaucoup de gens, ils s'en rendent compte que après, il a déjà ouvert son business plan, son business plutôt, et il se rend compte en fait qu'il n'aurait pas dû mettre ce panneau-là, on lui demande de payer ci, ça. Mais ça, c'est justement, pour moi, un entrepreneur doit, avant de démarrer, étudier tout ça. Étude de marché, prendre tout ça en compte. Donc tu dois savoir avant de démarrer, voilà ce que ça va me coûter si jamais je dois mettre un panneau d'une certaine taille. Je sais que OTR va me demander ci, telle personne va me demander ça, l'État, je devrais reverser ça. J'étudie tout ça et c'est seulement si tout ça est viable et sur le papier que je peux me lancer. Et beaucoup de gens sautent cette étape-là et se retrouvent après 1 ou 2 ans, 3 ans à fermer. Et c'est ça qui est dommage. Donc beaucoup de jeunes ou d'entrepreneurs en général ne voient pas l'importance du business plan. Voilà, de penser à tout en fait. Ils en font, mais comme vous dites là, il y a des on en fait par 3, on donne ce qu'il faut donner pour pouvoir aussi être soulagé. Mais justement, en parlant de ces jeunes, est-ce que vous pensez, beaucoup de jeunes s'orientent, qui prennent une orientation professionnelle et autres, mais est-ce que vous pensez qu'ils font le bon choix ? Pour préciser la question. Est-ce que les jeunes font le bon choix d'orientation ? Le bon choix d'orientation. Oui et non, dans le sens où, comme on a dit, le cadre familial peut t'orienter vers un choix qui n'est peut-être pas le tien. Ce que je pense de ça, je prends l'exemple... on va dire, en fait, c'est ce que je pense, ça ne tient qu'à moi. Les anglophones et les francophones n'ont pas du tout la même façon de percevoir ça. Chez nous, par exemple, on a tendance à dire aux enfants, étudie bien pour avoir un bon boulot. Alors, bon boulot, c'est pas tu vas entreprendre.
c'est tu vas travailler Pour gagner beaucoup. Tu vas travailler pour gagner, donc pour être salarié. Oui. On nous oriente directement vers le côté pas entrepreneur. Oui. Travailler, la sécurité, avoir un emploi dans une grande boîte, tu vas avoir un bon salaire. Bon, après, c'est le côté profession libérale, les médecins et tout ça. Oui. Mais sinon, on nous oriente directement vers ça. On ne nous pousse pas ou on ne laisse pas les enfants aller dans ce qu'ils aiment faire. Je prends un exemple, quelqu'un, je pense qu'on vit tout ça. Hein. Quand on veut se moquer d'un enfant, on dit si tu travailles pas bien, tu finiras boucher. Bien, tu finiras un saut métier. Et est-ce qu'il y a vraiment un saut métier? Ailleurs, on laisse les enfants faire ce qu'ils aiment. Quelqu'un qui aime pas aller à l'école, il aime faire des gâteaux. Les parents vont le pousser à aller dans ce faire, sens. voilà. Et on veut que tu sois le meilleur pâtissier, tu sois le meilleur cuisinier, le meilleur, peu importe ce que tu fais. Voilà, oui. Exactement. Aujourd'hui, je prends même des cuisiniers qui voyagent en jet privé pour juste aller signer des cartes dans des restaurants dans le monde. Et à une certaine époque, c'était, je dirais pas un sous-métier, mais c'est comme si, bon, t'as pas réussi ça, donc oriente-toi dans ça. Alors que c'est faux. Il faut laisser aux jeunes, la chance de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils aiment. Et je pense que entreprendre ou même travailler, il faut que la passion est très importante. Oui. Il faut aimer ce qu'on fait. Donc tu peux faire quelque chose, mais si tu n'aimes pas ça, tu ne feras jamais aussi bien que celui qui est passionné par ça, qui aime son travail. Il se lève le matin, avant tout le monde, il arrive parce qu'il aime ça. Il dort, il pense ça. Voilà. C'est la passion. Justement, ces jeunes-là, on va donner la parole à Coco et tout. Ce que M. Yondo est en train de dire, c'est est-ce que, pareil, vous êtes à l'école, est-ce que c'est ça aussi? Les parents vous freinent un peu, vous orientent vers, vous dites, allez travailler pour gagner beaucoup. Et non pas aller aller dans votre sens, et non pas vous soutenir dans ce que vous avez envie de faire. Bien sûr, parce que d'abord pour les parents, ce qui les intéresse d'abord, c'est un peu la réussite de leur enfant et l'investissement qu'ils y mettent derrière. Alors, bon, tout parent, lui, il se dit qu'il sait ce qui est bon pour l'enfant. Et donc tout de suite, il n'est pas prêt à laisser l'enfant s'épanouir dans ce que lui, il pense être bon, parce qu'il se dit que de par toutes ses expériences, de par ce qu'il a vu sur le terrain, c'est pas bon de laisser l'enfant faire son choix, et c'est la réalité de ce que la plupart des jeunes, nous jeunes, vivons aujourd'hui. Aujourd'hui au quotidien. Beaucoup plus en Afrique, il faut le dire. Oui. Et vous, Alexandra, vous êtes une femme, justement, c'est encore pire. Est-ce que les parents vous disent quoi? Les parents, c'est, comme vient de le dire Coco, c'est la réussite, aller à l'école et étudier. Ils ne nous orientent pas plutôt vers l'entrepreneuriat et tout. Et quand même toi-même tu veux entreprendre, c'est avec difficulté qu'on a du mal à accepter ça. C'est ça, oui, allez-y. Mais justement, le côté entreprendre, et c'est très difficile, on a l'impression, je vais être rapide par rapport à ça. Oui, bien sûr. On ne conçoit pas que l'entrepreneuriat soit quelque chose de bien. C'est malheureusement dans notre culture, particulièrement en Afrique, dans le sens où, je prends un exemple, quelqu'un qui a la possibilité de partir, de s'exiler, il va avoir un visa, voilà, il paraît que ça peut lui coûter 5 à 10 millions. Je vous promets qu'en une semaine, il va mobiliser ces 5 à 10 millions. Parce que tout le monde de la famille ou ailleurs, ses amis, pense que c'est un bon investissement. Parce qu'il va partir et il va renvoyer des fonds après. Voilà. Et c'est un très bon investissement. Pour eux, c'est la conception qu'ils ont. Mais va voir ces mêmes personnes et dis-leur que je suis en train de monter un business et j'ai besoin de 5 millions, même 2 millions. Tu ne trouveras pas. Non. Donc, souvent qu'on parle que le financement, la difficulté pour entreprendre, je pense que ce n'est pas que ça. Il y a une mentalité, une culture qui n'encourage pas ça. Qui n'encourage pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a ces tendances à l'entrepreneuriat des jeunes. Mais ces jeunes-là, ils entreprennent, certes, mais est-ce qu'ils ont les outils nécessaires pour tenir? À mon avis, pas encore. Je pense qu'il faut peut-être du temps pour que ça se mette en place. Je dis pas que c'est nouveau, ça fait un moment qu'on parle d'entrepreneuriat, c'est pas nouveau. Mais oui, en termes de... je dirais, avant d'en arriver là, au côté entrepreneurial, il y a le côté scolaire. Et je pense que le système scolaire dans nos systèmes scolaires ne sont pas faits pour fabriquer des entrepreneurs. Voilà, parce que c'est comme je dis, l'école c'est fait pour avoir un bon diplôme, pour travailler dans telle société, pour travailler dans telle structure, mais pas
te donne pas. Enfin, je prends un exemple. À quel moment dans nos études scolaires on a commencé à parler d'entreprendre, de bénéfices, de gagner de l'argent et tout ça. C'est pas très. C'est pas dans le parcours. C'est pas dans le parcours et ça arrive très tard. Donc, où tu rentres à l'université ou en début d'école de commerce, c'est là où tu commences à voilà. Alors que chez les anglophones, dès le bas âge, un enfant, voilà, on lui explique même que tu achètes des billes, tu vends 2 billes, tu rates. Le petit, dès le bas âge, entreprendre, c'est son. Ah oui, c'est son, voilà, il trouve que, voilà, et quand tu vois des élèves anglophones, en général à l'école, la plupart, réussir pour eux, c'est j'aurai ma boîte. Je serai patron de mon entreprise. Pour l'instant, il ne sait pas encore de quoi, mais c'est ça la réussite pour lui. Chez nous, c'est travailler, avoir un très bon boulot dans telle banque, avoir un très bon boulot dans telle compagnie d'assurance, c'est ça. Avoir un très bon poste. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. Donc voilà, l'objectif suprême, c'est je serai le directeur ou le chef de tel département. Et je pense qu'on se limite beaucoup. Et ça fait que psychologiquement, on n'est pas préparé à entreprendre. Alors qu'ailleurs, sous d'autres cieux, les enfants, dès le bas âge déjà, on les met dans le bain. Dans le bain directement. Voilà.